c'est effectivement le produit d'un travail commun avec David Casasas, qui n'est pas qu'un travail dans ce livre-là, mais ce livre, c'est un peu les jalons d'une discussion, d'un dialogue qu'on a ensemble depuis qu'on a commencé à travailler à Barcelone. C'était en 2008. Et j'avais jamais vu David Casasas, et David Casasas n'avait jamais rencontré. On s'était pas lu non plus, on s'est aperçu en quelques minutes en fait qu'on avait des points de convergence extrêmement importants, pas forcément sur nos objets de recherche propres, mais sur les problématiques qui permettaient de rentrer dans ces objets, qui concernaient donc le républicanisme, les idées de la République, hein, et la pensée philosophique et politique qui l'accompagne. C'est assez rare en fait d'avoir ce type de rencontre où la conclusion que l'on a, c'est que si venant de lieux, de disciplines, d'objets sur lesquels il y avait a priori pas beaucoup de croisements et que l'on se retrouve exactement au même point en fait, c'est qu'on ne se trompait pas beaucoup dans nos manières de voir. Et ça s'est confirmé. J'ai vu rencontrer d'autres collègues ailleurs dans le monde, hein, qui arrivaient aussi à ce type de questionnement. Voilà, donc à Barcelone, derrière Barcelone, il y a aussi toute une équipe autour de quelqu'un qui est décédé maintenant et à qui on dédie d'ailleurs le livre, qui est Anthony Domenech, euh, autour de l'Université de Barcelone. Donc il y a toute une équipe qui mène des réflexions autour de l'économie, autour de la théorie politique, autour de la philosophie du droit, et qui ont réinvesti les problématiques du républicanisme. Au moment où en Angleterre aussi, ces questions étaient abordées à nouveau frais par des philosophes comme Philippe Petit, et un néo-républicanisme, où Quentin Skinner, du côté plutôt des historiens travaillant avec Petit, se posait ces questions-là, et les convergences qu'on avait à Barcelone permettaient de dépasser et de poser d'autres questions en fait au républicanisme tel qu'il était réinvesti autour de ce néo-républicanisme anglais. Donc il y a une idée que à travers le XVIIIe siècle français en particulier, mais aussi en anglais, depuis les révolutions anglaises du XVIIe siècle jusqu'à la Révolution française, on avait une espèce de vaste laboratoire, à la fois théorique avec des savants, avec des livres, mais également un vaste laboratoire populaire dans lequel la question du politique était très largement réinvestie et qui ne pouvait pas être saisi, en fait, ce laboratoire, à partir des catégories dont on dispose aujourd'hui et qui ont été en grande partie bâties au 19e et au 20e siècle. Et donc il s'agissait, pour simplement comprendre ce qui se passait dans ce 17e, 18e siècle, autour en particulier des théories du droit naturel, des modalités, des constructions des sociétés, qu'est-ce qu'une société juste, c'est quoi un principe de justice également, c'est quoi la liberté. À partir de toutes ces questions-là, on n'avait pas donc les moyens de mener une investigation permettant de rendre compte de l'archive, hein, tout simplement, et que par ailleurs, ce qu'on trouvait nous dans l'archive remettait donc en cause ces catégories interprétatives qui étaient dominantes, c'est-à-dire la vision standard, on va dire, d'un certain socialisme, d'un certain marxisme, qui s'est ossifié, qui s'est figé au XXe siècle, et par ailleurs toute une tradition libérale qui a fait une, une espèce comment on appelle ça, une OPA, voilà, si je cherchais le terme, je ne suis pas trop habitué au langage, au langage de la bourse. Il a fait une OPA en fait sur le langage politique, la théorie politique, les libéraux du côté de la liberté qui était leur objet en fait, et la question sociale qui était préemptée par une certaine vision socialiste. Et ce que l'on voyait, nous, dans le XVIIIe siècle et le XVIIe siècle anglais en particulier, le XVIIIe siècle plus européen,
c'était qu'il y avait des matières à reconsidérer ces récits et reconsidérer la manière dont ces récits pouvaient à la fois justifier le capitalisme dans la tradition libérale et modifier également la manière dont le capitalisme peut être remis en cause dans la tradition socialiste. En gros, la tradition libérale, elle a reconstruit une généalogie, en fait, à travers des auteurs qu'elle a accaparés pour les mettre dans sa lignée et nous expliquant que de tout temps, en fait, il y a eu du capitalisme, que voilà, ça a toujours été la pensée naturelle de l'être humain, mais que tout ça a été enfoui pendant de longues périodes parce que la liberté ne pouvait pas avoir pignon sur rue dans la mesure où les archaïsmes, les religions et des choses comme ça, des sociétés traditionnelles empêchaient ce qui est la fibre naturelle de l'homme de s'exprimer. Et donc elle a agglutiné de manière totalement artificielle des auteurs dans sa tradition pour justifier ce qu'elle est devenue. Et ce que nous, on voyait avec David, c'est que ces auteurs-là, il a pas mal, beaucoup travaillé sur Adam Smith, sur Thomas Paine aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Robespierre et sur Thomas Paine. On a un auteur en commun, même si aussi j'ai travaillé sur Smith et que lui a travaillé sur Robespierre. Quand on regardait ces auteurs, on s'apercevait que ça ne marchait absolument pas. Voilà. Euh, et qu'il y a eu quelque chose à un moment donné qui a été invisibilisé. Toute une tradition, en fait, qui naît au XVIIIe siècle, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui devient très puissante pendant la Révolution française, qui perd à ce moment-là et qui est balayée par les deux courants qui vont être dominants, donc le libéralisme et le socialisme. Et c'est à Barcelone, autour d'Anthony Domenech, qu'ils ont commencé à réfléchir à ce que Domenech a appelé dans un bouquin l'éclipse de la fraternité, c'est-à-dire la manière où au XIXe siècle, toute une tradition euh, qu'on peut appeler socialiste en fait, euh, s'est exprimée, a pu se déployer dans la Révolution française à un moment donné et a été battue. Toute une tradition qui a continué à être portée par les premiers communistes socialistes au début du XIXe siècle, toute une tradition donc, a fini par disparaître à la fin du XIXe. Et donc un travail d'archéologie de, de ces traditions qui étaient menées à Barcelone au moment où nous, en France, avec les historiens avec qui je travaille, Florence Gauthier, Marc Bélissa, euh, en particulier, Marc Deleplace hein, et d'autres, hein, euh, également Jacques Guillaumou, Françoise Brunel, enfin il y a toute une équipe, Guy Kny, hein, qui est décédé depuis, mais qui a, eu un rôle important, au moment où nous aussi on voyait dans ce bouillonnement du XVIIIe siècle autre chose que ce qu'on nous a légué en fait. Voilà. Et par ailleurs, dans la mesure où ces grands récits, ces grandes traditions libérales et socialistes arrivaient dans des impasses, à la fois théoriques et politiques, euh, on avait là également une matière pour, dans notre époque, dans le XXIe siècle débutant, on avait une matière pour nous guider dans tous les dysfonctionnements qu'on rencontre aujourd'hui et dans les impasses, les apories dans lesquelles nous sommes. On avait des moyens pour sortir, en fait. On avait la possibilité de dégager des horizons, de dégager des perspectives dont on estimait qu'elles étaient politiquement bouchées. Voilà. Euh, donc c'est un projet qui est dans la durée, hein. À Barcelone, il y a également évidemment d'autres collègues à qui on travaille. On a fait des colloques ensemble à Barcelone, à Rouen, dans mon université, colloque aller, colloque retour. On en a fait plusieurs. On a rassemblé autour de nous aussi d'autres collègues qui travaillent en économie. Je pense à Benjamin Coria, par exemple, ou je pense à Fabienne Orsi, autour de la question des communs. Et à Barcelone, une sensibilité plutôt autour de l'allocation universelle, donc avec des débouchés politiques. À Barcelone en particulier, avec Barcelone en commun, à Da Colau et tous ces courants-là. Donc on avait une espèce de conglomérat de choses qui étaient à la fois théoriques, historiques, philosophiques, politiques, avec des choses qui avaient des impacts politiques très concrets
Ça restait à l'état diffus, en dépit de tout ce qu'on a pu écrire ensemble et qui a été publié par ailleurs. Ça restait à l'état diffus. Il y avait l'idée de cristalliser ça en fait dans un livre qui fixerait, on peut dire, quelque chose que on a pu déployer sur la durée, de telle sorte qu'il y ait une trace simple, pas forcément simple parce qu'on raconte, parce que je pense que ce que l'on dit est assez dense, mais on essaie de l'expliquer simplement, de l'écrire clairement en tout cas, euh, de ce- du point auquel on est arrivé, dont il nous semble qu'il est important sur le plan scientifique pour interroger avec une autre approche épistémologique, un autre rapport au savoir, ces sources du XVIIIe siècle, et que par ailleurs, on a là de la matière pour penser politiquement le monde aujourd'hui et sortir je disais, des apories, des impasses logiques dans lesquelles nous sommes, et qui tuent notre imagination politique en fait. Et donc l'idée c'était de partir des récits qu'on nous a légués, ou la Révolution française, parce que la modernité est centrale dans ce récit, enfin le récit de la modernité, le récit standard de la modernité et ce qui accompagne, nous a accompagnés pendant ces 2 siècles, et la Révolution française joue un rôle évidemment fondamental dans ce récit de la modernité. Donc une manière de reconsidérer ces récits et d'en proposer d'autres possibles, euh, avec l'idée, c'était l'idée du bouquin à la base, euh, on ne s'adressait pas simplement à des collègues et à des universitaires, mais qu'on s'adressait aux citoyens du monde. Voilà, David, il est catalan, c'est l'Université de Barcelone. Derrière l'Université de Barcelone, il y a évidemment l'Espagne, il y a le monde hispanique, et derrière le monde hispanique, il y a également tout le monde latino-américain, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Donc tout ça rentre dans le livre, ces expériences politiques rentrent dans le livre, et on leur renvoie des propositions, et puis il y a tout le monde, tout l'autre monde, celui que je représente en fait, qui est la France et d'autres traditions et une autre histoire, hein, d'autres débats, mais qui se recoupent euh, avec cette idée que on aurait là proposé donc aux citoyens du monde plus largement, hein, ça ne limite pas au monde hispanique ou au monde francophone bien sûr, d'autres voies. Alors ça peut sembler assez immodeste, mais ça se veut très humble à la fin. En fait, il s'agit de donner de divulguer des outils que nous, on a récoltés. Alors, c'est 30 ans ou 40 ans de travail, en fait, qui est derrière ce livre, hein, proposer des outils qui sont à la fois des outils théoriques et des choses très concrètes pour essayer d'avancer dans à la fois la compréhension de notre monde et la sortie des impasses dans lesquelles nous sommes. Et donc l'idée, à la base, c'est que le récit dont on a hérité est un récit toxique, un récit qui nous empoisonne, hein, et qui nous enferme en fait dans des manières de voir le passé, qui nous empêchent de voir au-delà d'un certain nombre de frontières, et que c'est un récit qui a été fabriqué par ce qu'on appelle les dominants, enfin ceux qui ont gagné la bataille du XVIIe et du XVIIIe siècle, au moment où le capitalisme émerge, et qui ont fait en sorte que ce récit les serve, en fait, raconte leur histoire. Et donc, ce que l'on voulait, est donc de proposer une critique de ces récits, et de proposer également un récit de substitution, dans lequel on puisse s'engager pour avoir un chemin cohérent, euh, à partir duquel on puisse avancer et bâtir une réflexion politique. Donc l'idée c'est ça, c'est de livrer des outils, euh, et de faire ça en sorte qu'ils ne soient pas dispersés un peu partout dans des publications académiques peu lues, mais qu'ils soient dans un ouvrage synthétique, euh, non pas en étant dans des généralités, mais en partant de l'expérience de trois personnages. Donc je les ai nommés tout à l'heure, hein. De fait, c'était
nos travaux qui nous amenaient à nous concentrer sur Adam Smith, Thomas Paine et Maxime Robespierre, parce que ce sont trois personnages, là aussi, qui sont des amers, comme on dit dans le langage de la marine, qui sont des repères, hein, des repères dans ce récit. Ce récit a été fabriqué avec des personnages répulsifs, des personnages positifs, des personnages emblématiques. Et donc ce récit de la modernité, donc le récit libéral avec son contre-récit qui est le récit socialiste, deux récits productivistes qui pensent une histoire assez déterministe en fait, avec l'idée d'un progrès, avec l'idée d'un capitalisme qui pourrait être dépassé à un moment donné si les logiques du capitalisme arrivent au bout de leurs contradictions et donc génèrent la possibilité d'un socialisme. Ces deux récits-là ont incorporé ces personnages pour en servir en quelque sorte euh, la logique, pour en servir l'histoire. Adam Smith étant le turiféraire du capitalisme débridé, l'homme qui est l'homme de la main invisible, celui qui est pour un marché totalement ouvert, hein, celui qui va donc engendrer hein, le capitalisme au XIXe siècle, qui va le légitimer sur le plan théorique. Thomas Paine, c'est la bonne révolution, hein, la révolution américaine, censément non violente, hein, la révolution qui a réussi, l'homme qui incarne les droits de l'homme. Et le troisième, c'est Robespierre, qui, à l'inverse, incarne la terreur, la révolution qui a raté, la violence, la répression, etc. Et dans nos travaux avec David, on a toujours essayé de déplacer ces personnages, en tout cas d'interroger l'archive pour voir ce qu'il en était. Et on les a utilisés pour interroger le récit, parce que ce qu'on voyait, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'archive, ne correspondait pas véritablement à ce que l'histoire racontait, à ce que le récit disait. Et évidemment, sur des personnages aussi fondamentaux dans les grands récits de la modernité que ces trois-là, les déplacer un peu par rapport à ce que l'on attend d'eux et ce que l'on dit d'eux dans ces récits-là, amène à interroger le récit lui-même, à interroger le modèle. Donc ce sont des personnages puissants en fait. Les déplacer dans le récit amène à voir autrement les choses. Il y a une masse tellement importante de travaux qui ont été faits et qui ont utilisé ces trois personnages. Alors, en France, on connaît moins Thomas Paine. Pour Robespierre, ça nous paraît très très évident. Adam Smith peut-être aussi, mais à l'échelle mondiale, hein, ces trois personnages tellement forts dans le récit de la modernité que les déplacer modifie véritablement la nature de ce récit. Et là, ce que l'on propose, c'est un récit véritablement différent, dans la mesure où on montre que ces personnages, censément être incompatibles les uns avec les autres, sont en fait les représentants emblématiques d'un même discours de la liberté. Mais pas une liberté entendue comme absence d'entrave, absence d'interférence, telle que l'ont promu les libéraux à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, assez récemment en fait, mais comme étant ceux qui promeuvent une idée de la liberté qui est pensée comme ce que Philippe Petit appelle la non-domination. C'est-à-dire, je suis libre, non pas si personne n'entrave mes gestes, mes mouvements, ma volonté d'agir. Malheureusement, au bout d'un moment, il y a peut-être la loi qui va arriver et m'empêcher de faire ce que je veux, mais bon, idéalement, ma liberté et l'action libre de mon corps, pas d'entrave, hein, je brise mes chaînes. Mais briser ces chaînes, c'est aussi briser les chaînes de l'esclavage. Donc, refuser d'être dominé et refuser que je domine. C'est donc une liberté qui est pensée comme absence de domination. Je ne domine personne, personne ne me domine. Nous sommes dans un rapport réciproque à la liberté. Je suis libre parce que tu l'es également. Nous avons un droit égal à la liberté. Et cette idée de la liberté-là, on l'a perdue de vue. Philippe Petit en Angleterre, Skinner également en Angleterre, ce qu'on appelle l'école de Cambridge, ont remis ça
en avant. Et dans nos archives, on retrouve cette idée dans le XVIIIe siècle français, pendant la Révolution française, qui n'intéresse pas du tout cette tradition anglaise, Skinner, petite l'école de Cambridge. De même qu'on traite peu de la dimension économique, alors que nous, on la replace au centre parce qu'elle est au centre de nos sources. On voyait donc de quoi dialoguer avec cet effort pour essayer de faire émerger une pensée républicaine qui soit alternative en fait à la pensée libérale ou à la pensée socialiste telle qu'on la voit au XXe siècle, et en même temps dépasser ce que dit cette pensée républicaine en lui donnant des outils qu'elle n'avait pas, avec Smith, avec Paine, avec Robespierre, pour montrer en acte dans la Révolution française ce qu'est la pensée de la non-domination. Donc une idée de la liberté qui vient concurrencer la liberté des libéraux, et une idée de la liberté qui vient interroger le modèle dans lequel nous sommes, c'est-à-dire un modèle productiviste, capitaliste. Censément, c'est le livre de Milton Friedman, bien sûr il y a une allusion inversée dans notre titre. Friedman écrit Capitalisme et liberté pour montrer le lien qui est historique, consubstantiel à ses yeux entre liberté et capitalisme. Ce que l'on montre, nous, c'est que le capitalisme, c'est la négation de la liberté. C'est la négation de la liberté si elle est entendue comme non-domination. Et donc le livre La liberté contre le capitalisme, c'est de redécouvrir une idée de la liberté pour agir contre un modèle dont on voit aujourd'hui qu'il envoie nos sociétés à la mort, en fait, à la faillite. Donc ce que l'on met en avant, c'est pas un modèle qui est égal à la liberté comme on nous l'a vendu. C'est le capitalisme qui est égal à la contrainte. On rappelle que le capitalisme, c'est pas le profit, c'est pas la propriété privée, que le capitalisme, c'est pas le bénéfice, c'est pas l'échange, c'est pas le commerce. Ça a toujours existé. Que le capitalisme, c'est la contrainte, c'est l'obligation de passer par le marché. Le capitalisme, c'est pas le marché en tant que tel. Il y a toujours eu des marchés, il y a toujours des échanges, mais l'obligation de passer par le marché caractérise le capitalisme. Et ça, c'est récent, c'est théorisé, c'est mis en œuvre dans la deuxième moitié, dernier tiers du XVIIIe siècle. Et la Révolution française peut être lue comme le moment où des êtres humains n'acceptent pas, en fait, se soulèvent contre cette manière d'organiser les sociétés qui leur fait violence et contre laquelle ils proposent d'autres modèles d'organisation républicains qui refusent en fait que la liberté du propriétaire puisse être considérée comme le mieux pour tous, parce que le propriétaire, s'il est totalement libre dans sa propriété, s'il peut vendre au prix qu'il le désire toutes ses propriétés, va dégager du profit et va utiliser ce profit pour investir, va embaucher, donc va essayer de développer sa production parce que ça va augmenter ses profits. Donc en développant sa production, on va embaucher plus, va diffuser des marchandises dans une logique productiviste, donc, et va faire que l'humanité ira mieux parce qu'elle pourra accéder à la consommation, accéder à des moyens qui vont lui garantir sa subsistance. Vous voyez, un schéma qui se dessine, dans lequel nous sommes toujours aujourd'hui, qui est un schéma dans lequel le ruissellement, on parle de dégoûtement au XVIIIe siècle, mais c'est à peu près la même chose que l'on dit aujourd'hui. Le ruissellement des premiers de cordée, le ruissellement des plus puissants, bénéficierait en dernier lieu, égaliserait finalement les conditions de l'ensemble de l'humanité. Et donc nous permettrait d'aller vers le mieux. Ça, c'est théorisé par les physiocrates, et puis après par d'autres, Turgot, Condorcet, au XVIIIe siècle. C'est porté par un certain nombre de personnes pendant la Révolution française, et face à eux, il y a des gens qui ne sont pas d'accord dans le mouvement populaire, mais également du côté politique, du côté de ce qu'on appelle la montagne, dont Robespierre est un des membres, où il propose des contre-projets, fondés donc sur une autre idée de la liberté. La liberté, c'est pas faire ce que je veux de mes propriétés. La liberté, c'est ne dominer personne et que personne ne me domine. Et donc, si quelqu'un sur le marché vend des marchandises au prix qu'il le souhaite et que ça m'empêche d'y avoir accès,
il est en train d'avoir un rapport de domination sur moi. Donc un marché qui est fondé sur un rapport de domination n'est pas pensable. Un marché tout à fait louable. Ils sont favorables au marché, ils ne sont pas contre la propriété privée, mais ils refusent que le marché libre soit en fait l'absence de liberté. Pour eux, un marché libre, ce n'est pas un marché tel que on le connaît aujourd'hui, c'est un marché dans lequel les conditions de la liberté sont réunies, où tout le monde doit pouvoir, au même niveau que les autres, entrer dans ce marché-là à égalité. Alors que là, on est devant des marchés qui sont contrôlés par des monopoleurs, par des gens qui ont du pouvoir. Les autres sont écrasés. C'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre, disait Marx. Et c'est ce qu'on trouve chez Adam Smith. Adam Smith dit ça. Adam Smith dit surtout ne pas croire que les entrepreneurs, qui sont une petite poignée, ont les mêmes intérêts que les ouvriers qui sont très nombreux, qui n'arrivent pas à s'organiser. Il est évident que cette petite poignée de capitalistes, on dirait aujourd'hui, vont tout faire pour créer une situation de monopole, pour s'arranger entre eux, pour corrompre la puissance publique et faire en sorte que toute la liberté soit viciée. Donc, Smith est un libéral, mais un libéral qui pense la liberté avec les conditions politiques de cette liberté. Il y a un exemple qu'on me rappelle dans le livre, qui est utilisé par Smith, qui est celui du grand incendie de Londres, 1666, où il dit, voilà, le grand incendie de Londres, le feu est libre, oui, le feu se déplace, le capitalisme est libre, il se déplace, mais on a peut-être besoin d'avoir des pare-feux à certains moments pour empêcher que le feu envahisse toute la ville. Et on a peut-être besoin de pare-feu pour donner des contraintes à des gens qui ont du pouvoir, un pouvoir économique énorme, de telle sorte qu'ils ne fassent pas du mal aux autres et qu'ils n'attendent pas la liberté des autres. Donc Smith est un libéral qui pense la liberté dans un cadre politique et où la politique est là pour réguler l'économie. Il ne pense pas que l'économie en tant que telle se substitue entièrement à la politique. Il ne pense pas qu'il suffise de laisser les marchés se développer comme on le souhaite, laisser les riches s'enrichir pour que naturellement il y ait un équilibre qui se fasse et qu'il n'y ait pas besoin de régulation politique puisque le marché sera autorégulé. Alors, ce qui est intéressant, c'est exactement le même type d'idéologie qu'on a aujourd'hui, hein, qui est proposée par notre président de la République actuelle, mais pas seulement, hein, qui est l'idéologie standard, on va dire, néolibérale, dont on interroge, nous, les racines, et dont on montre que au moment où cette idéologie émerge, il y a face à elle des contre-discours, des contre-feux, portés par des individus qui ont été invisibilisés parce que dans le tiroir des monstres politiques, comme Robespierre, ou qui ont été annexés à la tradition libérale, comme Thomas Paine ou Adam Smith, mais qui sont pourtant, à la base, critiques du mécanisme qui est en train d'émerger. Nous sommes au XXIe siècle. Donc, il y a eu une phase, un cycle de 2 siècles qui a fonctionné. 19e, 20e, cycle pendant lequel on va avoir donc un développement censément vertueux hein, de ce capitalisme et sa critique socialiste qui est son contrepoint, mais toujours, je le disais, dans cette perspective productiviste, hein, avec cette idée du progrès humain hein, qui va toujours vers le mieux. Je disais au début que ce modèle-là, on le voit, enfin, arrive en bout de course, est épuisé. La logique productiviste, on voit ce qu'elle donne aujourd'hui. Nos sociétés ne sont plus des sociétés dans lesquelles on peut parier sur un avenir où on va produire indéfiniment. On sait que la Terre est limitée. Toutes les générations aujourd'hui voient que cette perspective-là, elle est apodictique, elle ne nous amène nulle part. Hein. Et donc ça vaut peut-être le coup, aujourd'hui, en tout cas on peut peut-être plus facilement comprendre, en fait, aujourd'hui, ce qu'a été cette pensée critique au XVIIIe siècle, critique de ce capitalisme naissant. Et peut-être qu'on a là, encore une fois, sinon des solutions, parce qu'on n'y vit pas au XVIIIe siècle, mais qu'on a là d'autres perspectives ouvertes, puisque toutes les grandes organisations dans lesquelles nous sommes toujours naissent au XVIIIe siècle et qu'il y a un enjeu à revenir
à ce point de départ pour essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment les choses sont nouées et comment d'autres possibles qui étaient ouverts à ce moment-là ont été masqués, ont été battus en fait. La Révolution française, c'est le moment, je le disais, où ces possibles ont été battus. Donc on essaie de libérer ces possibles dans une perspective dont on pense qu'elle est utile pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle des révolutions à venir. C'est-à-dire qu'on a besoin de révolutionner notre monde si on ne veut pas étouffer, en fait, si on ne veut pas simplement disparaître. Que les outils dont on dispose, qui sont souvent nés au 19e et au 20e siècle, ne sont pas adaptés. Ils font partie du problème, ils font partie du mal, on va dire, ils font partie de la maladie, ils ne font pas partie de la solution. Et qu'il serait judicieux de revenir avant, dans le 18e siècle, pour essayer d'exhumer des modes d'organisation, des modes de pensée, censément être les nôtres, encore une fois. Hein, c'est le début de notre généalogie. Mais on essaie de montrer que voilà, on nous a fabriqué un 18e siècle qui n'est pas le 18e siècle que l'on trouve, hein, qui n'est pas que celui-là, et qu'on a tout intérêt à utiliser cette complexité, à la travailler, simplement si on ne veut pas être malheureux dans notre monde, parce que ça ouvre des perspectives, mais aussi si on veut agir dans notre monde. On a voulu, alors je disais qu'à Barcelone, ça passe déjà dans les faits, puisqu'il y a autour de Barcelone en commun en particulier la possibilité de travailler de manière concrète politiquement sur les enjeux de ces manières de voir le passé, les enjeux actuels de ces manières de voir le passé. Mais évidemment, il n'y a pas que Barcelone. On peut avoir cette expérience ailleurs. Donc, ça s'adresse à des politiques, ça s'adresse à des syndicalistes, ça s'adresse à des militants, ça s'adresse à des citoyens, pour leur montrer que si on change notre point de vue, si on change le récit dans lequel on inscrit notre vision du monde, alors on ouvre des possibilités, et que ces possibilités ne viennent pas simplement de pensées qui sont dans les nuages, mais elles sont enracinées dans l'histoire, donc elles ont une historicité, elles ont une tradition, elles ont une épaisseur, à la fois philosophique, juridique, économique, et que ça peut valoir le coup de s'y raccrocher, hein. Comme Anthony Domenech, hein, dans cette éclipse de la fraternité, voyait qu'il y avait quelque chose qui avait disparu. Albert Mathieu, historien de la Révolution française, voyait lui aussi qu'il y avait quelque chose qui avait disparu à la fin du 19e, dans une tradition qui s'était effacée, et qui prenait ses racines dans le 18e, quelque chose qui avait disparu et qui pouvait être puissant pour se réorganiser, réorganiser une société dans une perspective socialiste, hein, disait Mathieu, un autre grand historien anglais, Thomson, un deuxième 20e siècle, qui faisait la même chose. Dans un marxisme qui lui paraissait inadapté, problématique, après 56, Thomson, lui aussi, se dit, mais n'y a-t-il pas de la matière dans le XVIIIe siècle, dans la manière dont le peuple s'organise, se pense peuple et pense les sociétés, dans la manière dont ce peuple anglais résiste au capitalisme naissant? Est-ce qu'il n'y a que des archaïsmes en dehors d'une logique du progrès? Est-ce qu'il n'y a que des passéismes, ou est-ce qu'il y a peut-être ce qu'il appelle une économie morale, une manière de penser une éthique du politique, de penser une organisation sociale qui ne soit pas passéiste, mais qui soit une contre-modernité, en fait. Et il y a dans ces expériences-là, qui ont été exhumées comme ça, de manière régulière, par des historiens ou des philosophes, il y a dans des expériences quelque chose qui, pour eux, était euh, une hypothèse ou quelque chose qui faisait sens déjà à leur époque par rapport aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, mais ces problèmes sont devenus tellement aigus aujourd'hui que ouais, c'est presque une nécessité en fait de s'emparer de ces questions. Donc le bouquin est composé sur 6 chapitres, des chapitres qui vont prendre des grandes notions et montrer qu'autour de ces notions telles qu'on les entend aujourd'hui, existent des contre-discours possibles si on les resitue dans le XVIIIe siècle. Alors, la première notion, la première catégorie sur laquelle on travaille, le premier chapitre, c'est sur la liberté. Alors je l'ai dit d'emblée, hein,
Notre liberté n'est pas la liberté du capitalisme. La liberté des libéraux, c'est pas la liberté comme absence d'entrave. C'est pas cette liberté somme toute récente qui date de la fin du XVIIIe, du début du XIXe que l'on met en avant, mais une autre idée de la liberté qui va nous amener à interroger autrement le capitalisme, dont j'ai dit que c'était l'obligation de passer par le marché, euh, l'obligation de vendre sa force de travail pour pouvoir exister. Donc le capitalisme naissant va faire en sorte que tout individu soit obligatoirement soumis au marché pour pouvoir exister. Donc c'est toutes les dépossessions du XVIIIe siècle. C'est le moment où, Marx l'explique très bien, hein, c'est le moment où l'accumulation primitive du capital se met en œuvre hein, avec la confiscation de tout ce qui est bien commun, théorisé par les physiocrates, hein, en disant, ben voilà, ce qui est commun, c'est improductif, chacun fait ce qu'il veut, c'est la pagaille. Pour que ça soit productif et qu'on puisse avoir des niveaux de consommation élevés, il faut laisser le capitaliste faire ce qu'il veut sur ces terres, laisser le capitaliste entreprendre et donc éliminer toutes ces terres communes dans les communautés villageoises qui sont maltraitées, mal organisées. Et donc tous ceux qui pouvaient vivre de ces liens communautaires, tous ceux qui pouvaient vivre de ces droits d'usage, ramasser des grains au sol, récupérer des fruits dans les productions qui étaient communales, mener les troupeaux de communes, tout ça disparaît complètement, tout ce qui était en dehors du marché disparaît, et on passe obligatoirement dans le marché. Et ça va de pair avec une dépossession. Une dépossession qui est le fait que l'on ne peut plus accéder aux ressources nécessaires pour vivre. Donc le capitalisme va de pair avec la dépossession de la ressource, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit symbolique. Et ce que l'on rappelle, c'est que la liberté qui est pensée dans la tradition républicaine depuis très longtemps, hein, on peut même descendre jusqu'à Aristote, c'est une liberté qui est toujours pensée dans un rapport à la ressource. On n'est pas libre indépendamment de quoi que ce soit. C'est pas un hasard si les Grecs pensaient que, ou les Romains pensaient que pour être libre, il fallait être propriétaire. Les autres, c'est des esclaves. Hein. Et être propriétaire d'esclaves, c'est d'ailleurs une bonne chose, hein, puisque ça veut dire qu'on avait des ressources qui nous permettaient d'être libres. La liberté a toujours été pensée de pair avec la propriété de quelque chose, du moins le fait de disposer de ressources à côté. Et ce que l'on voit dans la pensée du XVIIIe siècle, c'est que cette liberté comme non-domination, elle est en même temps conçue comme la possibilité d'un accès à la ressource. Donc, elle est pensée comme un certain rapport à la propriété qui ne peut pas être simplement la propriété de quelques-uns au détriment de l'absence de propriété des autres. Où tout le monde serait libre parce que je consommerais et parce qu'un propriétaire me donnerait un salaire. Donc cette idée de la relation salariale au XVIIIe siècle, hein, elle est légitimement pensable si cette relation salariale, elle est conçue dans un rapport de domination où finalement je dépends du bon vouloir de celui qui m'emploie pour avoir accès à la ressource. Donc le XVIIIe siècle de Robespierre, de Smith ou de Paine, de Thomas Paine, est un XVIIIe siècle de la liberté comme non-domination, mais une liberté également qui est toujours adossée à la question de la ressource. Comment peut-on garantir à des individus des ressources qui vont leur permettre de ne pas être sous la dépendance de quelqu'un d'autre? Donc la réponse de Robespierre, hein, c'est le deuxième chapitre qui s'appelle la propriété. Alors là aussi, la propriété, on nous a vendu une propriété exclusive, que ce soit une propriété privée exclusive, une propriété d'État exclusive, hein, donc ça appartient qu'à l'État, ça n'appartient qu'à un propriétaire privé, qui est très récente. Au XVIIIe siècle, la propriété est toujours une propriété partagée, une propriété qui est très, très ouverte. On a beau être le propriétaire d'une terre, hein, on peut la léguer à ses enfants, cette terre, mais elle est toujours une propriété commune sur laquelle la communauté villageoise a un certain nombre de droits, sur laquelle le seigneur a un certain nombre de droits. Donc la propriété est toujours une propriété multiple. Donc la propriété que l'on va mettre face à la propriété exclusive, c'est cette propriété plus ouverte,
qui est pensée comme une propriété partagée et qui est également pensée comme une propriété qui, si elle concerne des objets qui sont indispensables à la vie des êtres humains, la nourriture à l'époque, hein, les matières premières quand on est un artisan, si cette propriété concerne ces objets-là, qui sont indispensables à l'existence, existence sans laquelle, si j'ai pas une garantie de mon existence, je ne peux pas être libre. Donc j'ai besoin d'objets qui garantissent mon existence, hein. C'est ce lien propriété-liberté ou accès à la ressource et liberté. Donc ces propriétés qui mettent en jeu des objets vitaux, Robespierre, la montagne, Paine aussi, Smith, pensent qu'on ne peut pas laisser ça au marché. Ce sont des objets politiques sur lesquels on doit statuer politiquement. Les montagnards, pendant la Révolution, vont même plus loin et disent que voilà, il faut que ce soit un contrôle le plus démocratique possible de ces objets-là, qui soient au plus près de la population, au plus près des communes, au plus près des comités révolutionnaires de l'époque, hein. C'est eux qui doivent statuer sur les usages des propriétés. Les seuls qui sont intangibles, les seuls qui sont des droits naturels sacrés des êtres humains, c'est les objets. Je suis propriétaire des objets qui me permettent de vivre, en fait, qui me permettent de garantir mon existence. Mais tout le reste, ce que Robespierre appelle les châteaux, les équipages, les grandes terres, etc., tout ça, c'est de la décision politique. Alors certaines sociétés vont dire, bah oui, on peut laisser ça entièrement au privé. D'autres vont dire, non, non, il faut que tout ça soit propriété commune. Et les montagnards sont parmi ceux qui essayent. Paine, pareil, il n'est pas montagnard, mais d'ailleurs, il n'aime pas beaucoup Robespierre. Mais il dit aussi, voilà, on peut laisser les propriétaires faire ce qu'ils veulent jusqu'au moment où l'usage de leur propriété va toucher à la vie de l'autre. Et par exemple, s'ils spéculent sur la nourriture, spéculent sur les matières premières qui permettent aux artisans de travailler, c'est pas possible. Donc on arrête ça et on crée des systèmes de surveillance, d'organisation populaire, pas administratif, hein, politique, au niveau des populations, pour que cet usage injuste de la propriété ne puisse pas être mis en œuvre. Et il dit, c'est dans la Déclaration des droits. Article 2, la propriété est un droit naturel, comme la résistance à l'oppression, comme la liberté, comme la sûreté. La sûreté pour moi et les miens. C'est pas la sécurité avec la police partout, c'est la sûreté pour moi et les miens. Dans l'article 2, on explique bien que c'est un tout et que c'est bien cette propriété qui me permet d'être libre qui est un droit naturel. Et après les débats sur la déclaration 89, dernier jour, quelqu'un va rajouter, c'est Adrien Duport va rajouter l'article 17, où on dit je ne peux pas, peut pas vendre ou me prendre mes propriétés sans que je sois indemnisé. On voit bien que c'est plus la propriété qui me permet de vivre qui est derrière, c'est tous ces châteaux, ces équipages, ces propriétés tout à fait autres qui sont mises en avant. Et on voit que la Déclaration des droits est un texte qui est en débat sur les catégories, sur ces notions. Et là, on essaie de rendre compte autour de la propriété, la manière dont cet objet est en débat dans la Révolution française, où le sens qu'on a aujourd'hui, qui va être fixé par le Code civil par Napoléon au début du XIXe siècle, n'est pas encore arrêté, qu'il y a des luttes énormes, extrêmement violentes, hein, chez la Révolution française, pour le contrôle de cette catégorie de propriété, et que certains vont perdre, d'autres vont gagner. Et ceux qui vont gagner, c'est ceux qui, avec Napoléon, vont fixer cette propriété exclusive, où le propriétaire est le propriétaire absolu sur ces objets-là, et où la notion de droit à l'existence comme contrainte pour le propriétaire ne sera pas celle qui va l'emporter. Liberté, propriété, on a dit régulation politique, mais régulation politique, ok, mais qui régule, qui fait quoi? La tradition de gauche, donc c'est un livre hein, qui est là aussi pour essayer on va dire, d'acculturer ou de déplacer les représentations de la gauche. Est-ce que la gauche doit être étatiste? Ce que l'on voit, c'est que la régulation de cette propriété, donc la régulation de la liberté du propriétaire, ne peut pas être confiée à un État tel que, encore une fois, Bonaparte va nous le léguer après des conflits de la Révolution française où ce qu'est l'État n'est pas du tout ce qu'est l'État aujourd'hui. Ce qu'est l'État aujourd'hui, c'est l'État tel que Bonaparte va le mettre en œuvre, c'est-à-dire un État exécutif, un État administratif où le fait d'être administré remplace le fait d'être citoyen. Mais si cet État est
conçu, enfin déployé par Bonaparte, qu'il est conçu avant, dès 1795, les Thermidoriens, c'est d'organiser ça. Si cet État est conçu comme appareil exécutif, c'est parce que on est dans un moment où la souveraineté populaire en acte a inquiété les possédants jusqu'à un point qui fait qu'on va appeler ça la terreur. Euh, c'est un stigmate particulièrement répulsif, toujours utilisé aujourd'hui d'ailleurs, comme stigmate, hein, pour invalider les visions de ceux qu'on veut comme ça stigmatiser. Euh, donc la Révolution française, dans le déploiement de cette idée de la liberté, de la propriété, a tellement fait peur aux possédants, parce que de fait, ils ont dit, mais c'est l'anarchie, le peuple est constamment délibérant, c'est l'organisation de l'anarchie, disent-ils même. Donc on ne peut pas laisser le souverain être souverain, il faut trouver des moyens de court-circuiter, de reverrouiller ce qui a été ouvert en 89, de faire en sorte que la Déclaration des droits ne soit plus ce texte qui donne la possibilité de cette action et de cet investissement démocratique. Et donc c'est le moment où on va tout replier avec violence. Toujours, hein, replier tout et replier la décision politique au niveau d'un appareil d'État qui va commencer de manière embryonnaire à être pensé en 95, 96, et qui va, une fois que la concurrence politique va être éliminée, pouvoir être mis en œuvre avec Bonaparte. Donc l'État que l'on connaît aujourd'hui, c'est un État centré sur un appareil exécutif, avec une centralisation parisienne, avec des ministres qui ont du pouvoir, avec des préfets qui sont des relais de ce ministère. Ce qu'on appelle la centralisation jacobine, et dont on pense qu'elle est la même chose que celle que je viens de décrire. Ce qu'on appelle la centralisation jacobine est une construction historiographique qui dit l'inverse de ce qu'a été le moment jacobin, puisque les dits jacobins, historiquement, sont décentralisateurs. Je l'ai dit tout à l'heure, ils veulent que le pouvoir exécutif des lois révolutionnaires soit porté par les communes, pour tout ce qui concerne la police, pour tout ce qui concerne l'économie, pour ce qui concerne l'éducation aussi, l'instruction. Et donc c'est à cette échelle-là, locale, que l'exécutif doit être réalisé, que l'exécution des lois doit se faire. En revanche, la loi doit être la même pour tous. Donc on a bien une centralisation, mais ce n'est pas du pouvoir exécutif. On a une centralisation du pouvoir législatif. On a un légicentrisme qui est théorisé par des gens comme Billaud Varenne, par exemple, et qu'on retrouve chez Saint-Just, chez Robespierre. Saint-Just, Robespierre dit, Saint-Just dit la souveraineté est dans les communes. Il ne parle pas de souveraineté de l'État, il parle de souveraineté de la commune. Robespierre dit laissez dans les communes le pouvoir exécutif, laisser dans les communes le soin de faire ce qui ne nuit pas autrui, laisser les finances dans les communes. En revanche, la loi est la même pour tous, hein, et République unie et indivisible, la loi portée par des représentants du peuple. Donc l'État tel que le portent des gens comme Robespierre ou Thomas Paine, c'est pas l'État exécutif, c'est l'ensemble de la société. C'est ce qu'au XVIIIe siècle on appelle l'État social, l'État de société, ou société civile. On trouve ça dans l'encyclopédie, hein, c'est exactement pareil. Dans l'encyclopédie, l'État renvoie à la société civile. C'est-à-dire la manière dont on s'organise ensemble autour d'un souverain, et où ça implique que nous devons nous gouverner nous-mêmes. Et donc le gouvernement doit être au plus près de la population. C'est ce qui se met en place en 89 et ça dure jusqu'en 95 où là on va renverser les choses parce que ça a donné ce qu'ils appellent l'anarchie. Bonaparte va verrouiller, boucler le système. Donc l'État, aujourd'hui, comme solution à la possibilité de faire en sorte que la propriété ne soit pas une atteinte à notre liberté, l'État comme garant de ça, de quel État parle-t-on? D'un État aux mains d'une administration, d'un État qui dépossède les citoyens de leur relation à leur administration, d'un État qui est un État finalement bonapartiste et pas du tout jacobin, ou une autre manière de penser l'État.
Ce qui ne veut pas dire que l'État n'ait pas un rôle, n'ait pas à intervenir dans les décisions, dans des régulations, mais dans quelle mesure peut-on repenser aussi ce qu'on appelle l'État et la manière de l'organiser, de telle sorte qu'il ne soit plus dans les mains d'une administration, d'experts, de spécialistes qui savent à notre place, mais qu'il soit au contraire redonné aux citoyens, puisque la fonction des citoyens, c'était ça. La fonction des citoyens, c'était pas poser un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. La fonction des citoyens, c'était d'avoir un contrôle systématique, quotidien en fait, de l'usage des pouvoirs délégués. Chez Robespierre, il n'y a pas l'idée que je donne mon pouvoir exécutif quand je vote pour un président. Il n'y a pas l'idée que je donne mon pouvoir législatif quand je vote pour un député. Il n'y a pas l'idée que je donne ma souveraineté quand je vote pour des gens qui seraient, eux, souverains parce que nos représentants. La souveraineté ne se délègue jamais. L'exécutif ne se délègue pas. Ne se délègue pas en tant que tel. Le législatif non plus. Ce que l'on va déléguer, c'est un pouvoir contrôlé. Mais le législatif, l'exécutif, la souveraineté reste toujours dans les mains du peuple souverain. On délègue des missions, on délègue des commissions, on dit à l'époque. Hein, on est un commis du peuple, mais on n'est pas quelqu'un qui dispose à sa guise de ce pouvoir législatif et exécutif. Donc il y a une idée d'une très forte, on dirait, décentralisation. Le terme n'est pas adapté parce qu'il n'y a pas eu une centralisation avant, mais dit que tout ça est à redonner à la nation. Donc la catégorie d'État telle que la gauche l'a en tête, qui est une catégorie positive sur laquelle on aurait un levier pour agir politiquement aujourd'hui, doit être interrogée. De même que la catégorie de propriété que j'évoquais avant, qui est répulsive, qui renvoie au capitalisme et qui n'est pas un bon objet pour la gauche, est une catégorie qui doit être réinterrogée. Il ne faut pas laisser des cadeaux théoriques en fait à la droite, on dira ça de manière assez large. La liberté, on ne peut pas la laisser à la droite. La propriété, on ne peut pas la laisser à la droite. Et l'étatisation n'est pas l'apanage de la gauche. Et le marché non plus n'est pas une catégorie qu'il faut laisser à la droite. Hein. La gauche a fait beaucoup de cadeaux théoriques à la droite. Et on rappelle qu'il y a la possibilité d'organiser des marchés autrement chez Adam Smith que comme des marchés capitalistes. Donc on peut avoir une régulation des marchés qui deviennent des objets politiques et qui ne sont pas simplement des lieux d'affrontement de puissants avec des faibles où les puissants seront dominés. Donc on explique une autre manière d'appréhender le marché qui est chez Adam Smith et qui libère la possibilité d'un marché qui peut être pensé comme un bien commun, qui est un lieu non pas de la domination, de la contrainte, mais qui est un lieu de la non-domination. Donc à quelles conditions peut-on penser à un marché, un lieu d'échange, on ne parle pas d'un marché, on parle de marché au pluriel, qui ne soit pas celui dont on a hérité et qui, là encore, nous immobilise. Comment la gauche, ou plus largement toutes les pensées qui sont critiques du productivisme et du capitalisme, comment ces pensées-là peuvent se réapproprier des outils qui sont là. La liberté, la propriété, l'État, le marché sont des outils qui sont là, et qui sont dominés par un certain discours. Comment on peut les retourner, se les approprier, en attestant ces dimensions dans l'archive. Encore une fois, c'est des objets qui sont historiquement retournés déjà à l'origine, en quelque sorte. Comment on peut se les approprier pour réfléchir, travailler autrement nos sociétés. Et donc sur les autres chapitres, on pose la question de qui donne le sens des sociétés, qui donne le sens du social. Est-ce que c'est à l'expert dans son domaine d'expertise est-ce que c'est à l'expert dans son domaine d'expertise que réside le sens légitime des sociétés? On rappelle que le sens commun a pu exister chez Thomas Paine en particulier comme une autre manière de penser l'expertise du social
Donc l'expertise contre l'expertise, c'est un des chapitres du livre où on interroge quelque chose qui est, à juste titre, considéré comme un obstacle important aujourd'hui et dont on voit les conséquences, la défiance par rapport à l'expertise, par rapport à la science, qui amène ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les Donald Trump sont suivis par plus de la moitié de la population américaine. Euh, et donc, interroger cette idée d'expertise et au-delà, interroger donc ce qu'on appelle la civilisation. Est-ce que notre civilisation est celle-là? Est-ce que notre civilisation est celle qui est bâtie sur le productivisme, sur la consommation, sur la soumission à des logiques du marché du travail qui à la fois nous appauvrissent, nous rendent malades, nous rendent malheureux et sont plutôt contre-productives euh, pour ce qui est simplement de l'efficacité économique en fait. Et donc penser des modes d'organisation dans lesquels on serait utilisé en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on sait faire, euh, où on ne serait pas soumis à des logiques qui nous dépassent, mais où on pourrait contrôler les choses qui sont fondamentales pour notre existence, où on ne serait pas dépossédé hein, de ce qui nous permet d'exister. Et donc il y a aussi beaucoup de références au principe d'allocation universelle, qui est une manière de restituer en fait, de la ressource euh, à des gens qui ont été dépossédés. Initialement, le capitalisme, c'est la dépossession de la ressource, donc redonner des ressources à des individus, c'est leur donner une marge par rapport au capitalisme, une marge de négociation en particulier. Quelqu'un qui est maltraité sur son lieu de travail et qui dispose d'une allocation universelle qui serait, je sais pas, de 900 euros par exemple, 1000 euros, il peut arbitrer et dire ben, plutôt que d'avoir les 1300 et d'être soumis à la contrainte de quelqu'un qui me maltraite, je peux m'abstenir et ne pas accepter ce qu'il me propose ou négocier évidemment des possibilités de travail, des qualités de travail, des conditions de travail, des salaires qui ne soient pas de même nature. Donc l'idée c'est de redonner des dispositifs de contrôle politique, des dispositifs de liberté en réattribuant en fait des ressources aux individus. Et donc un projet de civilisation qui est évidemment très, très différent de ce qu'on connaît et qui a toute sa place en fait dans une tradition républicaine, donc qui n'est pas une pure création intellectuelle. Tout ça, c'est une manière de tirer des fils pour aujourd'hui à partir des questions qui sont historiquement attestées dans l'archive.